beaucoup d'efforts fournis depuis le 5 septembre pour la paix et le vivre ensemble. Oui, en fait, nul ne saurait être plus explicite, plus convaincant que l'acteur même majeur de ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, quand il faisait, il y a un an maintenant, exactement à la tribune des Nations Unies, et il a regardé le monde en face pour expliquer la prise de responsabilité du CNRD et pointer du doigt là où il fallait et aussi dire au monde qu'on était pratiquement au bord d'une certaine implosion sociale. Donc il fallait bien une prise de responsabilité parce que tout simplement le pays a besoin de stabilité, d'assurance, de vivre et ce qui fait qu'il a fait du vivre ensemble sa priorité numéro 1. C'est pourquoi, en déclinant les différents axes, on a l'axe social. Et vraiment, il y avait urgence. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de ce pays, ils ne peuvent pas mesurer à quel point aujourd'hui on peut saluer l'absence de clivage aigu entre les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'invectives, ceci, cela. C'est vrai encore, là, il faut que je le souligne tout de suite. Il commence à y avoir certains pics dans les prises de parole. Vous savez, dès qu'on voit les calendriers s'approcher, il y a cela. Même on était dans une situation pratiquement intenable où il fallait dire stop et aussi en même temps mettre ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le vivre ensemble des Guinéens. Et dans ce vivre ensemble-là, beaucoup de choses ont été faites. Rassemblement, concertation, dialogue, échange, main tendue pour parler. Tout cela pour que les Guinéens se regardent et se parlent. Avancent ensemble. Avancent ensemble. Il faut comprendre que qui parle de l'axe social parle de tout ce qui est segment de la vie sociale, parlant de l'éducation, de la santé, de vivre ensemble. Surtout, c'est des choses qui ont été mises au cœur, débattues, et nul n'a été mis de côté. Comme on peut se rappeler des premières rencontres au Palais du Peuple, où toutes les couches sociales ont été conviées, venues discuter, exposer leurs problèmes. Et après cela, on a vu un peu la création de beaucoup d'autres comités où les gens ont parcouru l'étendue du territoire national, aller demander, discuter avec nos frères, les Guinéens de Conakry, les Guinéens de l'intérieur, connaître leurs ressentiments. On a vu beaucoup d'autres actes que le chef de l'État a posés. Paix à l'âme de l'ex-première dame, Adja Diéné, où le chef de l'État a demandé au peuple de Guinée de lui rendre un hommage mérité. En effet, donc, Koné était en train d'énumérer ces actes forts, ces actes majeurs, qu'on peut peut-être segmenter en 3-4 niveaux. Il y a la partie concertation. Là, vous avez parlé des concertations nationales, les premières heures du CNRD. Vous avez parlé également des assises nationales qui ne se sont pas limitées à un cadre d'expression du ressentiment des Guinéens, des assises nationales qui ont été concrétisées par un comité national de mise en œuvre des recommandations des assises. On a aussi vu le dialogue, le cadre de dialogue inclusif, et là, il y a une grande concertation qui est en cours dans le cadre de la nouvelle constitution. On peut dire que sur le plan de la volonté d'impliquer tous les Guinéens, il y a des choses importantes qui ont été faites et d'autres qui sont en cours. Sur toutes ces questions, nous allons peut-être recueillir l'avis de nos deux journalistes. Ils ont été présentés, Thierno Amadou Mbone et puis MNF, Maïmouna Nour Faye, qui nous vient du Sénégal. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois. Dites-nous, du Sénégal, quelle lecture faites-vous de cette volonté du président de la République, des autorités, de mettre les Guinéens ensemble? On sait que le Sénégal est un exemple sur les questions de vivre ensemble, pas de conflit majeur entre les différentes composantes sociales. Dites-nous de là-bas, quelle perception avez-vous de l'axe social tel qu'il est déroulé, décliné par le CNRD? Alors, merci beaucoup, Banks. Après 2 jours d'imprégnation, je suis heureuse de noter qu'il y a une volonté de fixer le cadre de la cohésion sociale nationale. Il est important pour un pays qui aspire à l'émergence, pour un pays comme la Guinée qui se lance à la reconquête de son leadership sous-régional,
d'asseoir une véritable politique de concertation et de dialogue. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs phases de concertation, de dialogue politique national qui sont initiées par les autorités guinéennes en place. Pour une nation, il est important de réaffirmer la commune volonté de vivre ensemble. J'ai aussi remarqué qu'au niveau du dialogue interreligieux, il y a une certaine cohésion, une certaine stabilité. Maintenant, c'est bien que les nouvelles autorités s'emploient à penser les blessures et à œuvrer pour la réunification de ce pays qui a tous les atouts pour chanter haut, pour clamer son identité à la face du monde. L'une des forces, en tout cas d'un pays comme le Sénégal, c'est qu'au niveau de la cohésion nationale, on n'a pas trop de disparité. De l'extérieur, ce que je retiens, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de fractures, beaucoup de divergences. Mais là, j'ai vu qu'il y a une volonté de connecter toutes ces énergies et de les mettre au profit de la politique de l'émergence de la Guinée. Monsieur Bonnet, vous savez, grâce aux concertations nationales, nous avons pu mettre en place notre CNT, le Conseil national de la transition. Ces conseillers sont issus de toutes les couches socio-professionnelles. Tout ceci dénote de la volonté de Monsieur le Président de la République de favoriser le vivre ensemble en Guinée. Oui, effectivement, c'est une réalité parce qu'on a vécu ensemble ces assises nationales qui ont produit des recommandations, d'ailleurs, qui sont en train d'être mises en place pour renforcer ce vivre ensemble. C'était nécessaire parce qu'avant le 5 septembre, on sait où on était avec ces questions régionales, ces questions ethniques. C'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas totalement résolvées, hein. Il y a toujours le défi, il persiste. Mais au-delà de ces questions de vivre ensemble, il y a une question de justice sociale. De justice sociale aussi, il y a eu des efforts, à mon avis, dans ce sens. Et je parle de justice sociale parce qu'il y a eu aussi un début de réparation. Il y a eu, par exemple, le procès du 28 septembre, c'est aussi social, hein. Et c'est une injustice qui était là depuis très longtemps. Mais on a aussi la question de répartition des ressources nationales. C'est une question de justice sociale. On a vu ces efforts qui ont été faits pour d'abord assainir le fichier de la fonction publique, ce qui a permis d'extirper plus de, en tout cas selon le chiffre officiel, 65 000 employés agents fictifs de l'État, ce qui a permis à l'État de faire la place pour de nouveaux fonctionnaires et d'organiser un nouveau concours qui a recruté, je pense, 20 000 fonctionnaires, dont 10 000 enseignants. Et ensuite, on a eu le SMIC qui a été révalorisé de 440 000 à plus de 500 000 francs guinéens. On a vu au niveau, par exemple, de la Caisse nationale de sécurité sociale, ces pensions qui étaient données de façon trimestrielle ont été donc mensualisées et révalorisées. Mensualisées et révalorisées, c'est très important parce que les gens, parfois, il y en a qui ne venaient plus prendre ces pensions parce que c'était l'équivalent du transport qu'ils devaient dépenser pour venir prendre des miettes. Désormais, c'est révalorisé et c'est mensuel. Et régulièrement, bien sûr, et régulièrement. Et pour terminer là-dessus, il y a aussi ces centres de diagnostic non, c'était des centres de diagnostic qui sont implantés par la Caisse nationale de sécurité sociale, notamment à Kindia, à Kankan. Il y a des régions qui sont en cours. Ce sont des questions pour moi qui étaient assez importante parce que c'est une question de justice sociale, c'est une question de réparation d'une injustice qui existait assez longtemps. Pour être complet sur ce sujet, je termine, Adèle. Je rappelle par exemple le cas de Fria. Le cas de Fria, nous en tant que reporters, plusieurs fois on est allé à Fria couvrir des manifestations de veuves des anciens retraités de Frigia. Il a fallu l'arrivée du CNRD exactement, pour que cette question soit évacuée. Pour que ces femmes puissent entrer en possession de leur pension, de leur dû. Des pensions de leur c'est le même cas à Djeké, à Sogipa. Il y a eu vraiment des efforts, mais
une fois encore, je pense qu'il faut... il faut pas se fatiguer. Et heureusement, ce n'est pas un bilan qu'on est en train de faire, c'est ce qui a été fait. Il faudra un peu plus pour renforcer cette justice sociale, pour renforcer ce vivre ensemble, pour renforcer ce sentiment d'appartenir à une nation qui pense à tous ses enfants. Aboubacar, vous l'avez écouté, parmi les acquis les plus remarquables du CNRD figure en bonne place l'assainissement du fichier de la fonction publique. Oui, je pense que c'est un élément fondamental dans la restructuration, dans la refondation de l'État. Parce que avant, il y a eu des tentatives, d'ailleurs, on a eu des saignées financières sur ce processus-là de biométrisation de la fonction publique, mais sans résultat apparent. Cette fois-ci, il y avait eu une volonté réelle d'épurer tous ceux qui ont, par exemple, constaté, dont on a constaté les abandons de postes, des cas de décès, ou bien des cas de vieillissement, dépassement de charges, on les a remerciés. Au début, il y a commencé à avoir des grincements dedans, mais comme il n'y avait pas d'injustice, on voyait souvent quelqu'un qui est haut perché, il a même ses parents proches qui étaient affectés. Donc finalement, c'est passé comme lettre à la poste. Et tout de suite, il y avait une proposition. Ça a permis à l'État de faire des réserves importantes. Parce que c'est une masse d'argent extraordinaire qui était là en déperdition, alors que c'est des gens qui ne travaillaient pas. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ce qui a été reconduit pour, en partie, et de façon moderne, en demandant l'avis ou bien les besoins exprimés par les ministères pour engager un processus de recrutement. Donc à ce niveau, il y a eu un changement de paradigme. Mais bien avant de quitter, je tiens à revenir. Il y a un aspect que Madame a souligné qui est extrêmement important. C'est penser les blessures. Oui, penser les blessures, ça va être un processus continu. Et là, des efforts ont été pris, souvent qui passent ou sur lesquels il n'y a pas eu beaucoup de communication. Je prends par exemple dans les résultats des assises, les recommandations des assises. Il y a des assises nationales qui ont été organisées pratiquement sur une année. Il y a là-bas des points où on a insisté sur la prise en charge des victimes de violences et de droits humains. Mais il n'y a pas eu de communication dessus parce que dans le respect de leur situation, ça a été pris en charge par des hôpitaux et ils sont même allés au-delà. En tout cas, tous ceux qui ont été reconnus après les va-et-vient, ça a été fait. Avant, on avait peur d'aller à la retraite. Très peur d'aller à la retraite parce qu'après, il n'y a aucun filet social qui t'accompagne. Mais aujourd'hui, avec les fonctionnaires, avec la Caisse nationale de prévoyance, l'assurance maladie, ça conforte un peu, ça donne vraiment de l'espoir pour dire oui, nous ne sommes pas des oubliés. On a servi, mais on continue encore de penser à nous. Mais une fois encore, nous sommes d'accord, c'est un processus continu. On ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas se coucher sous nos lauriers. Déjà, le train est lancé, il faut maintenant accroître la vitesse. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal aussi a pu le faire. L'un des aspects les plus importants, c'est d'abord identifier les personnes à qui on doit donner ceci ou cela, quels sont ceux qui sont dans les besoins, ceux qui sont en situation de fragilité. C'est la mise en place, par exemple, d'un réseau social unifié. Et dans les bases de données aujourd'hui, on sait qu'il y a 4 800 000 Guinéens comme ça, c'est un truc qui est dynamique, qui sont là en nécessité. Et aujourd'hui, des organismes comme l'UNICEF et autres travaillent sur ça. L'État oriente ses appuis, oriente ses politiques en fonction de ça. Et aujourd'hui, beaucoup bénéficient de ça. Le fonds de solidarité sociale et d'indigence dont on parle assez et qui fait assez de bien. L'année dernière, ils ont pu au moins faire passer dans les différentes structures de santé plus de 4 000 Guinéens qui ne sont ni fonctionnaires, qui ne sont nulle part. Ça, c'est des efforts extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle la maison du dialogue. C'est-à-dire, au-delà des autres structures, il y a une maison qui est dédiée au dialogue. Et là, c'est l'un des fruits des assises nationales. Maintenant, c'est aux différents acteurs de pouvoir alimenter le débat et de pouvoir s'entendre sur certaines choses, peut-être faire des propositions et au CNRD, au gouvernement, pour renforcer ce que nous voulons vraiment vivre dans notre pays. Et je vous apprends, il y a un projet important qui est en cours aujourd'hui, certainement qui sera lancé dans quelques jours, c'est le projet d'adressage. Et là, les premières maquettes qui ont été rappellent le travail rendu, les efforts des uns et des autres dans le développement de notre nation. Moi, je pense que ça contribue un peu à ce travail mémoriel qui est un très long débat, un long forum tranquille,
qui ne doit pas aussi nous éloigner des préoccupations du moment, des histoires de route, des histoires d'éducation à renforcer, de santé à renforcer. Et aujourd'hui, en parlant de santé, vous avez vu ces projets régionaux, des CHU qu'on met dans le différent, c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et vous-même, vous l'avez évoqué, Bonnet. En plus de ça, les structures de protection sociale qui, au-delà de leur travail, c'est comme si en un minimum de temps, ils ont pu cocher leur case. Maintenant, ils se mettent encore à aller au-devant d'autres choses, des perspectives pour répondre aux besoins des populations. Aujourd'hui, on a une meilleure couverture, un meilleur parapluie. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai échangé avec le directeur national de la Caisse qui me disait, leur idée aujourd'hui, c'est comment assurer, envoyer le parapluie de protection sociale envers ceux qui sont exclus par le système aujourd'hui. Le système aujourd'hui couvre les travailleurs, couvre les retraités, que ce soit du public ou du privé, mais encore on a combien de Guinéens qui participent au développement économique de la nation qui ne sont pas dedans. C'est les agriculteurs, c'est les gars de Madina ici, là, les commerçants et autres. Donc aujourd'hui ils sont en train de travailler de comment les intégrer dedans. Il faut aussi rappeler que il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, l'État guinéen s'occupe des plus démunis dans notre pays. L'éducation. L'éducation, c'est un secteur que réellement l'État a eu à faire des réformes courageuses. Pour apporter plus de détails, je vous invite à suivre cette production de la DCI. Dans le secteur de l'éducation, des réformes courageuses ont été entreprises, avec notamment la construction des écoles élémentaires du type Bari Diawadou, l'augmentation des bourses d'études, la construction d'infrastructures scolaires comme le Prytanée militaire de Guinée. Le général Mamadi Doumbouya a ainsi réussi à harmoniser le processus d'adéquation entre l'argent du contribuable et l'amélioration des conditions de vie de celui-ci. Prenons le secteur de l'éducation nationale, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. En seulement 2 années, les réalisations sont impressionnantes. La création de pôles de vie dans 10 institutions pilotes. De plus, la dématérialisation du paiement des bourses des étudiants, l'assainissement du fichier des boursiers du ministère de l'Enseignement supérieur, la relance de la coopération internationale, CAMES-Wascal, le démarrage de nouveaux projets infrastructurels dans les institutions d'enseignement supérieur, le financement de plus de 1600 enseignants-chercheurs et chercheuses pour le master, le doctorat ou la recherche, l'acquisition d'équipements de travail pour les services centraux et la mobilisation de ressources externes pour appuyer le BND dans le financement des réformes du ministère sont autant de réalisations notables. Également, nous pouvons citer l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles qui méritent une attention particulière. Lancé en 2017, ce projet présidentiel est devenu une réalité grâce au leadership du général Mamadi Doumbouya. Les étudiants admis dans ces écoles repartis en 2 groupes ont bénéficié d'une immersion au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix dans la première région militaire du pays. De même, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel à Matoto a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de formation continue pour les enseignants et le personnel d'encadrement technico-pédagogique. De plus, le centre de formation professionnelle de Donka, autrefois abandonné, a été rénové en grande partie par les élèves eux-mêmes avec le coup d'envoi des travaux donnés par le chef de l'État en personne. Dans le domaine de la santé, des actions significatives ont été réalisées, notamment la rénovation de l'hôpital national Donka, la loi portant autorisation de ratification des accords de financement pour la construction d'hôpitaux régionaux en République de Guinée a été promulguée le 2 août 2024 par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le décret portant promulgation de cette loi va permettre à nos régions administratives de Kindia, Labé, Kankan et Zérékoré d'être dotées d'hôpitaux modernes. La transition est également marquée par des immersions sociales et par des actes humanitaires de la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya. La première dame de Guinée a rejoint ainsi son époux dans ses actions altruistes. Le mois d'août 2023 fut un mois de compassion, de solidarité, de communion pour la première dame en faveur des populations de la Basse-Guinée.
Ainsi, le 9 août 2023, le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya dépêche à Koya une délégation gouvernementale conduite par Madame Lauriane Doumbouya afin d'assister aux obsèques d'un jeune qui a perdu la vie en essayant de sauver celle d'enfants sinistrés par les grandes pluies dévastatrices qui ont secoué la région. La première dame, dans un élan de générosité suite à ce malheur, a offert des vivres et non-vivres aux familles sinistrées avant d'inviter les populations de Kindia à la compassion et à la solidarité. Dans un autre essor de communion avec les populations de l'intérieur du pays, Madame Lauriane Doumbouya a célébré la fête de l'Assomption aux côtés des femmes du Kakandé le mardi 15 août 2023. Dans le même sillage, la première dame de la République de Guinée a également poursuivi son immersion sociale à l'Abbé au mois d'octobre 2023. Dans la ville de Karamoko Alpha Molabé, Madame Lauriane Doumbouya a visité des orphelinats, un centre d'autonomisation des jeunes filles et rencontré les groupements féminins de la ville qui avaient bénéficié au préalable de l'accompagnement du chef de l'État à travers des appuis non remboursables. Ensuite, les actions de la première dame de Guinée se sont poursuivies à Conakry. Son attachement à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme guinéenne l'ont amené à s'intéresser au concours national Miss Guinée 2023. L'ensemble de ces actes de charité posés par l'épouse du président de la République de Guinée furent concrétisés en fin d'année 2023 par le lancement officiel des activités de la Fondation Solid Air, une fondation qui a pour objectif principal d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes et des enfants.